connaissance, un épisode de cyanose. Elle arrive aux urgences, elle est normotendue, le bilan biologique montre un début de CIVD. Cette patiente, elle va en fait présenter des anomalies du rythme pour lesquelles elle va avoir une césarienne en code rouge à 4 heures, mis sur le compte d'un hématome rétroplacentaire avec une CIVD qui se majeure, une hémorragie du postpartum. Elle est transférée chez nous dans un contexte de suspicion d'embolie amniotique sur un tableau très atypique. Donc elle arrive chez nous intubée avec une HTA qui se démasque progressivement. Et en fait, quand on refait le point chez cette patiente, en fait, elle présente un tableau de CIVD grave sur un hématome rétroplacentaire avec toutes les complications à la fois hémorragiques et thrombotique, vu qu'elle va présenter une hémorragie du postpartum, un hématome sous-dural, une embolie pulmonaire et des thromboses distales et profondes variées, une détresse respiratoire à l'extubation, vu qu'elle présentera un OAP, une insuffisance rénale aiguë qui va frôler l'épuration extra-rénale et un HELP syndrome très sévère qui va découler de tout ça. Tout ça va permettre de redresser le diagnostic sur une prééclampsie grave. C'est une patiente qui va évoluer très lentement, vu qu'elle va sortir de réanimation après plusieurs jours pour être transférée en néphrologie. La deuxième patiente, c'est un tableau un peu plus typique, patiente moins jeune, qui est multipare, mais qui est dans un terme plus précoce de grossesse, vu qu'elle est à 25 semaines d'aménorrhée. C'est une patiente qui va consulter pour en fait une gêne respiratoire qui évolue depuis 3 semaines, qui là se majeure franchement avec un contexte d'hypertension. On met en évidence un œdème aigu du poumon et une protéinurie. Et en fait, elle va avoir rapidement une césarienne en code orange pour un hématome rétroplacentaire. Les mots-clés chez cette patiente, c'est vraiment un tableau qui est initialement respiratoire et qui signe également cette prééclampsie grave. Elle va rapidement s'améliorer, elle sera sevrée d'oxygène à J1 et elle sortira des soins intensifs 2 jours plus tard. La dernière patiente dont je voulais vous parler, c'est une patiente donc, qui est jeune, primipare, avec un terme très précoce et qui, elle, en fait, consulte dans sa maternité de secteur pour initialement des douleurs abdominales avec des céphalées dans un contexte d'hypertension et le bilan biologique est strictement normal. Les symptômes régressent complètement sous traitement antihypertenseur. Elle est transférée chez nous au vu du terme précoce. Et en fait, cette patiente, elle va rapidement se dégrader sur un plan purement biologique avec l'apparition d'un HELP qui va se majorer en moins de 12 heures, pour lequel on va décider d'une césarienne en code vert sous anesthésie générale. Les mots-clés chez cette patiente, c'est plutôt un tableau initialement neurologique et ensuite purement biologique qui signe également une prééclampsie grave. Donc cette patiente évoluera bien par la suite également. Et les messages clés que moi je voulais vous transmettre, c'est vraiment se méfier des tableaux parfois atypiques, sans oublier évidemment les tableaux caricaturaux, de bien connaître les critères de gravité et leur cinétique, à la fois pour modifier la prise en charge dans son intensité et sa temporalité, adapter la surveillance, qui est une surveillance maternelle scopée rapprochée dans les lieux qui sont définis par vos organisations locales, et afin de proposer une prise en charge qui répond à des recommandations et qui est standardisée, mais qui va être personnalisée pour chaque cas clinique. Voilà. Je vous remercie. Je vais passer la parole à Géraldine. Merci Aurélia, merci aux organisateurs de m'avoir invitée. Donc maintenant que tu as très bien défini la prééclampsie sévère dans les formes avec ou sans signe de gravité, on va voir quelle est la prise en charge. Alors, ce qui est très intéressant dans la recommandation et dans la fiche récapitulative, c'est qu'effectivement, ils font 2 colonnes, avec ou sans signe de gravité. C'est vraiment ça qui va entraîner des prises en charge qui vont être très différentes finalement. Donc la première chose, c'est que selon la présence ou non de signes de gravité, on va surveiller la patiente de manière différente. En pratique, on va la surveiller de manière discontinue quand elle ne présente pas de signes de gravité, c'est-à-dire qu'on va déjà on va l'hospitaliser, bien entendu. Chez nous, c'est dans le service des grossesses à risque. Et plusieurs fois par jour, on va réaliser une surveillance qui va être clinique avec des cycles tensionnels. On va aller l'examiner, vérifier qu'il n'y a pas de signes d'irritation neurologique. On va taper les réflexes ostéotendineux, on va lui poser la question, savoir si elle a mal à la tête, savoir si elle a des signes visuels ou auditifs. On va lui demander si elle a pas mal au niveau du ventre. On va vérifier qu'elle n'ait pas pris des œdèmes. On va répéter les bilans. Alors en fonction de la sévérité et de l'évolution sous traitement, les bilans, on va les espacer 2 fois par jour, 3 fois par jour, 4 fois par jour. Et on va également réaliser une surveillance fœtale avec des monitorings, des échographies et puis des Dopplers pour vérifier la bonne évolution fœtale. Ce qui est très important, quand on a une prééclampsie sévère qui n'a pas de signe de gravité, en fait, c'est de vérifier que les signes de gravité n'apparaissent pas. C'est pour ça qu'on la surveille, parce que ce qui va se passer, c'est que les signes de gravité peuvent apparaître à tout moment, et là, on passe vraiment dans une prise en charge qui va être complètement différente. En cas de signes de gravité qui apparaissent, on va devoir
surveiller la maman de manière continue, la maman et le bébé bien entendu. Et puis on va devoir prendre des décisions différentes sur essentiellement déjà les critères d'arrêt de grossesse. C'est le traitement étiologique de la prééclampsie, puisque ce qui cause la prééclampsie, c'est la grossesse. Donc, ce qui va permettre de le résoudre, c'est l'arrêt de la grossesse. Et donc, la décision d'arrêt de grossesse va se faire avec différents degrés d'urgence en fonction des situations. Alors déjà, il y a des situations où on ne se pose pas la question, extraction fétale sans délai, après stabilisation de la patiente quand même. Les urgences fétales, c'est-à-dire le classique, les anomalies sévères qui ne récupèrent pas du rythme cardiaque fœtal, la survenue d'un hématome rétroplacentaire. Les urgences maternelles qui vont entraîner la césarienne en urgence extrême, ça va être la survenue d'un HELLP syndrome sévère avec une thrombopénie qui va être très profonde, la survenue d'une crise d'éclampsie ou une hypertension sévère qu'on n'arrive pas à contrôler par traitement intraveineux. Quand on n'a pas ces critères-là, quand on n'a pas de critères de signe de sévérité, deux cas de figure, soit on est après 34 semaines d'aménorrhée, et dans ce cas-là, on va déclencher la naissance, on va induire la naissance. Par contre, quand on est en dessous de 34 semaines d'aménorrhée, entre 24 et 34 semaines d'aménorrhée, s'il n'y a pas de signe de gravité surajouté, il est recommandé de poursuivre la grossesse. Le traitement médicamenteux maintenant, ça c'est essentiel. Donc une prééclampsie sévère, l'urgence c'est de débuter un traitement antihypertenseur. Les signes de gravité, donc encore une fois, là il y a deux colonnes. Pas de signe de gravité, c'est un traitement antihypertenseur Péros. En première intention, c'est le labétalol. Et s'il y a au moins un signe de gravité, pas forcément sur les critères tensionnels, mais s'il y a au moins un signe de gravité, on passe au traitement antihypertenseur IV, c'est également le labétalol en première intention, en l'absence de contre-indication. Et si toutefois on a une bonne efficacité, on pourra secondairement passer à un traitement Péros et on pourra repasser dans une catégorie, c'est un continuum, hein, comme l'a dit Aurélia, on pourra repasser dans une prééclampsie sévère sans signe de gravité, si on a été très efficace très rapidement dans notre traitement. Ce qu'on craint, c'est la survenue d'une crise d'éclampsie, c'est la survenue d'un hématome rétroplacentaire. Le deuxième traitement qui est essentiel quand il y a des signes de gravité, c'est très rapidement de se poser la question de mettre du sulfate de magnésium. Alors ensuite, on va détailler un petit peu le traitement intraveineux, enfin le traitement antihypertenseur par voie intraveineuse. Les recommandations de 2020, elles sont très claires là-dessus. On reste avec la patiente. La patiente, elle est, après ça dépend des organisations locales, chez nous, quand on a une patiente avec une prééclampsie sévère avec des signes de gravité, on la met en salle d'accouchement, elle est scopée, elle a le monitoring fœtal, et on reste avec elle tant qu'on n'a pas réussi à obtenir les objectifs tensionnels. Et les objectifs tensionnels, c'est pas de dire à la sage-femme, tu vas la mettre sous trandativée, c'est de rester avec la patiente, et puis on va faire des bolus toutes les 10 minutes, jusqu'à ce qu'on ait obtenu l'objectif tensionnel. Si au bout d'une demi-heure, on n'a pas réussi, on va rajouter du Loxène. Même chose, titration, donc on laisse le Trendat en seringue électrique, on refait des titrations de Loxène. Si au bout d'une demi-heure, on n'a toujours pas obtenu, on va passer à l'Eupressile. Là, il y a les obstétriciens qui vont commencer à tourner autour et à parler de césarienne. Hein. Heureusement, on en arrive rarement là. Mais l'idée, c'est vraiment, on ne part pas de l'amateur en disant vous gérez, vous m'appelez si ça ne va pas. C'est-à-dire qu'on reste avec la patiente et on fait tout pour revenir à des niveaux tensionnels recommandés. Alors, les niveaux tensionnels recommandés, c'est de descendre en dessous de 160 de systolique, en dessous de 110 de diastolique, mais il ne faut pas descendre trop bas non plus. Il ne faut pas descendre en dessous de 140, parce que sinon, ce qu'on risque, c'est d'avoir une hypoperfusion placentaire et de se retrouver avec des anomalies du rythme cardiaque fœtal qu'on aura provoqué, nous, avec notre traitement antihypertenseur. Donc, il faut quand même faire bien attention. Donc, le deuxième traitement très important, c'est le sulfate de magnésium. Donc ça, bien entendu, c'est pour diminuer le risque de la survenue d'une crise d'éclampsie. Ça diminue aussi le risque de survenue d'un hématome rétroplacentaire. Il faut savoir également que dans les protocoles en néonate, en fait, quand il y a une décision de naissance rapide dans les 24 heures, pour un terme avant 32 semaines, ça a également un effet neuroprotecteur sur le fœtus. Donc ça, c'est quelque chose qui s'administre, mais de toute façon, elle est déjà scopée, la dame, puisqu'elle a une prééclampsie sévère avec des signes de gravité, elle est déjà scopée. Idéalement, c'est bien d'avoir un ECG avant le traitement pour vérifier qu'elle n'ait pas une contre-indication, qu'elle n'ait pas des troubles du rythme ou de la conduction. On fait un bolus de 4 grammes sur 20 à 30 minutes, et derrière, on prend le relais avec une seringue électrique avec 1 gramme par heure. On la surveille pour vérifier que ne surviennent pas des signes de surdosage. Alors, les signes de surdosage, c'est de la somnolence, c'est une bradypnée, c'est la diminution, voire l'abolition des réflexes ostéotendineux, ou une oligurie qui s'installe.
En général, la première chose qu'on voit, c'est un peu de somnolence et la diminution des réflexes ostéotendineux. En cas de surdosage, on arrête la perfusion, éventuellement on dose la magnésémie et on injecte l'antidote qui est soit le chlorure, soit le gluconate de calcium. La durée maximale du traitement qui est marquée, qu'on peut retrouver, c'est 48 heures, mais de toute façon, quand on en est à faire du sulfate de magnésium, il va y avoir une décision de naissance rapide. La seule chose qu'on peut éventuellement attendre, s'il n'y a pas d'anomalie du rythme cardiaque fœtal, que l'hypertension est bien maîtrisée, c'est de faire le célestane, de faire la corticothérapie de maturation pulmonaire fœtale. Voilà. Le sulfate de magnésium, quand on l'a commencé en prépartum, il n'y a pas d'indication de le poursuivre une fois que la naissance est faite. On l'arrête, sauf bien entendu s'il y a une crise d'éclampsie en postpartum. Alors, la crise d'éclampsie, c'est quelque chose de rare. Je ne sais pas dans la salle qui a déjà eu à gérer une crise d'éclampsie. Voilà, qui a eu à gérer une crise d'éclampsie dans l'année. C'est rarissime, heureusement, sous nos latitudes. Il y a des endroits où c'est quand même un petit peu plus fréquent. En l'absence d'urgence maternelle ou fœtale, on commence immédiatement la perfusion de sulfate de magnésium et avant de partir en césarienne, on stabilise l'état clinique de la patiente. Je ne saurais trop vous recommander d'avoir dans vos maternités, dans les chariots d'urgence, cette aide cognitive de la SPHAR et de participer à des séances de simulation sur les urgences obstétricales, parce que c'est la seule façon de ne pas être complètement désemparé quand ça vous arrive. Et puis, dernier petit point, très important, après, une fois que tout s'est bien passé, c'est de faire réaliser une IRM cérébrale à la patiente parce qu'il n'y a pas que l'éclampsie qui peut causer des crises convulsives chez les patientes. Il peut y avoir tout un tas d'autres causes. Il faut pouvoir faire le diagnostic différentiel. Ça peut être une hémorragie, ça peut être un AVC, ça peut être une thrombophlébite cérébrale. Donc c'est intéressant de le savoir derrière pour avoir un traitement adapté. Et ensuite, donc pour finir, que disent les RFE sur les autres traitements ? 2 points simplement. On trouve encore dans les vieux protocoles au fond des maternités, en cas de HELP syndrome, quand il y a une thrombopénie, l'administration de glucocorticoïdes, ce n'est plus recommandé. Ça, il ne faut plus le faire. Et la deuxième chose, mais ça, de toute façon, Laurent va très bien nous en parler tout à l'heure, il n'est pas recommandé de réaliser un remplissage vasculaire systématique. Il nous montrera comment l'échographie peut nous aider à le faire de manière adaptée. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. On va continuer à dérouler le cas clinique. Dans ce cas-là, on arrive à une situation où la naissance est indiquée. C'est Estelle qui va nous dire comment prendre en charge la douleur en cas de naissance indiquée. De naissance, tout à fait. Bonjour à tous. Merci Marc pour l'invitation. Ravie de partager ce cas clinique avec vous. Un petit rappel sur l'étude Access qui collige les césariennes en Europe, qui est toujours en cours. Si vous ne l'avez pas fait dans vos centres, venez me voir à la pause. Je serais ravie que vous nous rejoigniez. Et effectivement, on le comprend, s'orienter vers une naissance de cet enfant. À votre avis, naissance par voie naturelle, césarienne ? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on peut envisager une naissance par voie naturelle chez une femme qui présente une prééclampsie sévère? C'est rude, hein? Alors, quelle est la probabilité d'accoucher par voie basse après une induction dans le cadre d'une prééclampsie sévère? Là, on va peut-être un petit peu démonter des a priori qu'on a, parce que si on regarde après 32 semaines, on a quand même 60% des patientes qui peuvent accoucher par voie naturelle après déclenchement. Donc, ce n'est pas inenvisageable, ok, c'est vrai que c'est surprenant finalement quand on regarde les chiffres. Bon, d'accord, c'est à peu près 3 fois moins que dans une population qui n'a pas de prééclampsie sévère, mais néanmoins. Donc le déclenchement est une option. Ça, c'est la première chose dont je voulais vous parler. Et alors du coup, déclenchement, peut-être césarienne, on va en parler également. On est tous d'accord là-dessus, ça je pense qu'on le partage à 100%. On va toujours essayer de favoriser l'anesthésie loco-régionale chez la patiente prééclamptique. Alors pourquoi ? Déjà, pour éviter de faire une AG, vous allez me dire, on est anesthésiste, on sait tous qu'on a un accès aux voies aériennes qui sont plus difficiles chez la prééclamptique sévère et vraiment, celle dont on doit se méfier, c'est elle. On dit toujours chez la femme enceinte, les critères d'accès aux voies aériennes sont vraiment plus compliqués que dans la population générale, mais il y a une sous-catégorie où vraiment on peut être vite dans les ennuis, c'est la patiente prééclamptique sévère. On sait aussi qu'on a un risque accru de poussée hypertensive et il y a un papier du BJA, je crois que je l'ai mis juste après, mais on passera rapidement, qui montre qu'on a un risque accru bien sûr de poussée hypertensive, mais on a un risque accru 2,3 d'eau de ratio sur un score avec ajustement par score de propension, donc ce n'est pas les patientes les plus graves qui ont été endormies, vous savez, notre biais habituel, donc un risque accru d'AVC. On sait également que la LR va participer au contrôle de la pression artérielle et on sait aussi depuis maintenant
plusieurs années, qu'en cas de rachis-anesthésie, pour césarienne, le bloc sympathique qu'on imaginait terriblement intense chez ces femmes vasoconstrictées va finalement être assez bien toléré. On ne va pas faire le côté hyper-hypotension après la rachis. Celui qui nous l'a montré, c'est Guy Aya et son équipe donc de Nîmes, qui avait montré que chez des patientes prééclamptiques comparées à des patientes en bonne santé, pour une même dose administrée en rachis, finalement et paradoxalement, les femmes prééclamptiques toléraient mieux le bloc sympathique et présentaient moins d'hypotension symptomatique que les patientes en bonne santé. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça a quand même fait tomber un dogme qu'on avait tous d'être très inquiets de faire de la loco-régionale chez les patientes prééclamptiques sévères. Donc la loco-régionale, la rachis-anesthésie est indiquée chez la patiente prééclamptique. Néanmoins, on a quelques précautions à envisager. Comment va-t-on gérer une ALR chez une prééclamptique sévère? Il faut quand même s'assurer qu'elle a des capacités hémostatiques qui sont correctes au tenté où on la prend en charge. On sait que la cinétique, en particulier des plaquettes, peut être très rapide chez la patiente prééclamptique sévère avec ou sans HELP syndrome. La barre des recos, vous la connaissez, pour une péridurale est de 75 000 plaquettes qui soient à la fois stables dans le temps. Et si on est sur ces taux de 75 000 non associés à des antiagrégants, on sait aussi dans le même temps que les difficultés techniques vont être probablement présentes. La patiente présente des œdèmes importants. Pour peu qu'elle ait été alitée, elle va aussi avoir des œdèmes du coup liés à la déclivité qui, au niveau du dos, ne va pas favoriser la mise en place de notre loco régional. Donc il y a une grande place pour l'écho-repérage. On va en dire un petit mot. La mise en place de l'ALR, si on est sur un accouchement par voie basse, sera bien sûr précoce. Je pense qu'on partage tous le fait qu'on ne met pas de mélange adrénaliné. Donc, je ne sais pas si certains encore utilisent la dose test adrénalinée, mais alors là, chez la prééclamptique sévère, on oublie vraiment tout ce qui est adrénaline par voie péridurale qui pourrait potentiellement passer par voie intravasculaire. Et bien sûr, on adapte les antihypertenseurs à l'induction, à la levée du bloc. Le bloc sympathique aidant, vous allez avoir de moins en moins besoin de vos antihypertenseurs. Ça, en général, on le gère bien. Ce qu'on oublie de gérer, c'est le rebond quand on va avoir le bloc sympathique qui se lève. Et on va en reparler un petit peu, mais il faut être particulièrement vigilant, en particulier aux remontées de salle de réveil. Du bon sens, mais si les plaquettes sont limites et les difficultés techniques potentielles, on essaye de faire appel à un opérateur expérimenté. Donc, comment on fait en pratique? En pratique, donc, quand on va aller voir la patiente avant une ALR pour un accouchement déclenché, on va bien sûr vérifier les éléments biologiques, la cinétique des plaquettes dans les heures précédentes. On va faire une VPA soigneuse. On l'oublie des fois en maternité, la VPA. Je ne sais pas, vous la faites tous ou vous allez vite mettre la péridurale embarquée dans l'élan émotionnel de la patiente. Faites vite, j'ai mal. Donc, il y a quand même, je pense, des réflexes à garder en termes de VPA, particulièrement chez ces patientes qui sont particulièrement à risque. À tout moment, effectivement, elles peuvent se compliquer encore plus qu'elles ne le sont déjà. Donc, un truc tout bête, mais vérifier la voie veineuse, elles sont pleines d'œdèmes. Une voie veineuse qui ne passe pas bien chez une prééclamptique, c'est vraiment une difficulté pour la suite. On réévalue les voies aériennes au tenté. On place un monitorage en incluant la saturation. On fait une auscultation pulmonaire, voire une échographie pulmonaire, Laurent nous dira. On évalue les réflexes, en particulier si elle est sous sulfate de magnésium. On l'interroge sur d'éventuels signes neurologiques et on évalue le bien-être fœtal. L'écho-repérage a quand même une indication dans ce cas particulier parce que ça va nous permettre de choisir l'espace intervertébral et peut-être même la taille du kit ALR qu'on va utiliser pour poser cette ALR. Je pense que la plupart d'entre vous êtes familiers. Plus ou moins, il n'y a pas besoin d'être très doué en échographie pour faire deux prises échographiques qui nous permettent d'évaluer la distance. Celle-là, je l'ai faite hier chez une patiente qui était, vous voyez, finalement pas si mince que ça, pour essayer de repérer où est le complexe postérieur, complexe antérieur, et avoir une idée à la louche d'où peut être l'espace péridural. Bon, voilà qu'avec un kit standard, un kit qui fait 8 ou 9 cm de long, je passerai facilement chez cette patiente-là. Et ça me permet aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais de m'assurer effectivement que si je suis en rachis, j'ai mon sacrum qui est là, je ne vais pas me retrouver en L1, comme ça peut être les cas chez les patientes pleines d'œdèmes, chez qui la manœuvre, la ligne de Tuffier est très, très fausse. De l'autre côté, l'image classique qui permet également d'avoir une vue sur le complexe postérieur. C'est des fois un peu difficile de voir ce complexe postérieur en échographie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Un petit truc à la louche, quand on arrive à repérer les articulaires et les transverses, on sait que
grosso modo, le ligament jaune va être entre les deux. Donc ça nous donne une idée, quand on n'arrive pas à être très précis, mais pour choisir son kit, de où peut se situer notre complexe postérieur. Donc on est sur l'anesthésie péridurale pour un déclenchement. Donc on a vu les principes de base, comment on fait en pratique. On maintient le monitoring fœtal. On est sur un bébé fragile, sur une maman qui décompense. On enlève une péridurale potentiellement difficile avec une technique longue. Donc on maintient la surveillance de l'enfant pendant qu'on fait le geste. On fait une anesthésie locale soigneuse parce qu'on risque effectivement de mettre un petit peu de temps avant de trouver l'espace. Ça sera une péridurale précieuse, si on peut dire, dans la mesure où potentiellement difficile à poser chez une patiente instable. Donc une fixation solide du cathéter. C'est toujours bête à dire, mais ça fait du bien de le rappeler. Donc la dose test, on a dit pas de dose test adrénalinée. Je vous propose une dose test avec la ropivacaïne si c'est ce que vous faites. Ça va être à peu près 8 mg. Si vous êtes en lévobupie, ce sera 6 mg. C'est les doses qui ont été montrées par voie rachidienne pour donner un niveau T4, T6. Grosso modo, si vous injectez ça en rachis, ça donne un niveau T4, T6 et un bloc moteur. Donc, si vous injectez ça en péridurale, ça vous fait une dose test qui permet de dépister un passage intratécal sans risque majeur pour la mère. Le mélange analgésique est celui que vous utilisez d'habitude et surtout, vous adaptez effectivement vos antihypertenseurs à la mise en place du bloc sympathique et à la levée du bloc sympathique. Enfin, si on doit faire une césarienne, les quelques particularités, on dira pas de co-remplissage important, en tout cas pas sans raison. Pas d'administration systématique de baby Noradré. Des fois, alors c'est le truc tout bête, hein, vous avez l'IAD qui a l'habitude, qui a préparé sa seringue de Noradré comme pour toutes les césariennes, qui sait qu'elle démarre vitesse 10 quand vous avez injecté en rachis. Et de l'autre côté, vous avez l'autre en date. Donc voilà, c'est bête à dire, mais vérifiez que la Noradré ne soit pas branchée quand vous piquez la rachis. C'est d'une patiente prééclamptique. Vous en aurez peut-être besoin quand le Trandate sera arrêté, mais en tout cas, ce n'est pas à but prophylactique chez la patiente prééclamptique. Adaptez votre dose d'anesthésique locale, bien sûr, à la taille de la patiente, mais à l'âge gestationnel. Les besoins d'anesthésique locaux sont plus importants quand l'âge gestationnel est jeune. Gérez vos antihypertenseurs. C'est des patientes qui, quelquefois, souvent, se compliquent de saignement, donc soyez particulièrement vigilants. Et surtout, je pense qu'un des messages forts aussi, c'est celui-là, c'est laissez pas remonter les patientes de SSPI après la césarienne sans avoir checké la tension et la remise en place des antihypertenseurs, parce qu'effectivement, la tension étant à l'arrivée en salle de réveil dans les clous, elles repartent dans le service sur un 15,5, 16 de tension, sans antihypertenseurs mis en place pour être à 18 2 heures après. Donc la reprise des antihypertenseurs en salle de naissance, c'est probablement quelque chose sur lequel on doit être peut-être plus vigilant qu'on ne l'est déjà, à moins que ce soit parfait chez vous, mais chez moi, ça ne l'est pas. Voilà, et puis peut-être, bien sûr, toujours un intérêt sur la périrachie combinée, si le statut maternel est particulièrement précaire sur le plan hémodynamique, mais il faut que les conditions hémostatiques soient bonnes. Voilà, je passe la parole à Laurent qui va continuer sur la gestion des ultrasons. Donc Laurent, son rôle, c'est la place de l'échographie chez ces femmes qui sont infiltrées, les espaces sont difficiles à palper, risque d'OAP. Alors est-ce qu'on a besoin de l'échographie chez ces personnes ? Alors bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Moi je vais vous parler de l'écho-diagnostic. Donc Estelle, elle vous a parlé un petit peu donc, de l'écho-repérage qu'on peut utiliser donc, pour l'ALR, mais aussi pour les voies veineuses. Et moi je vais vous parler d'échographie diagnostique, j'ai un lien d'intérêt. Et j'ai besoin de l'échographie parce que cette patiente, elle m'inquiète, elle devrait tous et toutes vous inquiéter. Déjà, quand on a affaire à une femme enceinte, souvent, on a un retard de prise en charge parce qu'on n'ose pas trop les toucher. Et puis parce que la grossesse, ça mime un état de choc avec l'augmentation de la fréquence cardiaque, l'augmentation de la fréquence respiratoire, l'augmentation des globules blancs. Et donc, on réagit souvent un peu tard chez ces patientes. Et puis, c'est encore plus inquiétant quand il y a une prééclampsie sévère. Parce que la prééclampsie, ça donne une altération de la fonction diastolique. En fait, vous avez augmentation des résistances, donc hypertrophie du ventricule gauche, plus ou moins un œdème myocardique. Donc ces patientes, elles ont un trouble de la relaxation. Et le premier message de cette présentation, c'est que la prééclampsie sévère, c'est un modèle expérimental d'œdème pulmonaire. Vous avez augmentation de la précharge, augmentation de la post-charge, diminution de la pression ocotique, altération de la fonction diastolique. C'est un modèle d'œdème pulmonaire, c'est le premier message. Et cet œdème pulmonaire, en fait, on a fait les études et on a vu que c'est un OAP, donc c'est un œdème pulmonaire, pas lésionnel par altération des capillaires, mais par augmentation des pressions de remplissage par altération de la fonction diastolique. Donc, du coup,
on est face à une double crainte face à cette patiente. Moi, elle me fait peur. D'un côté, j'ai une crainte pas très justifiée en fait de faire une hypoperfusion placentaire et d'organes, notamment rénal. Et de l'autre côté, j'ai une autre crainte plus justifiée, celle-là, de la remplir et de la mettre en OAP. Donc, j'ai besoin d'un outil en plus de la clinique pour m'aider et pour connaître le rapport bénéfice-risque d'un remplissage. Et pour connaître le risque, eh ben, c'est pas mal d'accéder finalement à l'eau pulmonaire, à savoir si la patiente a déjà ou non de l'eau dans les poumons. Et finalement, vous voyez ces lignes B, ces lignes verticales qu'on a à l'écho pulmonaire, ces queues de comète. Quand vous les voyez une fois, vous ne les oubliez pas. Eh ben, on arrive à connaître le degré d'eau qu'on a dans les poumons juste en faisant une échographie antérieure. Et ça, c'est donc très utile pour la prise en charge de ces patientes. On va le voir ensemble. Alors, même si on ne l'avait pas dit dans les recos de 2020, parce qu'on ne s'était pas mouillé, parce que notamment les gynécologues n'avaient pas voulu faire d'avis d'experts là-dessus, parce qu'il n'y avait pas d'études spécifiques, on pourra le rediscuter après, mais il y a pas mal d'arguments, que ce soit hors grossesse ou dans la grossesse, pour dire que maintenant, il faut utiliser cette échographie. Alors en pratique, comment on va utiliser? Notre patiente qui nous inquiète tous, là, Madame C, en fait, elle se met à être oligurique. Elle a 100 de fréquence cardiaque, et finalement, on se pose la question d'un remplissage vasculaire. Donc, qui dans la salle pense que vous avez suffisamment d'arguments ici, elle est oligurique, elle est tachycarde, pour faire un remplissage vasculaire chez cette patiente? Qui la remplirait comme ça sur les critères cliniques? Qui ne la remplirait pas en disant que les critères cliniques suffisent? Et qui ferait une échographie? Ouais, bon, les gens connaissent bien. Donc, on fait une échographie. La clinique ne suffit pas. Ça a été montré, même dans le pire des cas, les patients de prééclamptique sévère oligurique, il n'y en a que 50% qui sont en fait réellement hypovolémiques. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que pour savoir celles qui sont hypovolémiques ou pas, on leur lève les jambes et on regarde si le volume d'éjection systolique, en fait l'ITV, si ça varie. Si ça ne varie pas quand on lève les jambes, ça ne servira à rien de les remplir, c'est assez évident. Et ça, par contre, ce qui n'était pas évident, c'est que ça marche bien même quand elles ont l'utérus qui est plein. Même quand il y a la compression à orthocave, le fait de lever les jambes, ça mobilise suffisamment de volume pour savoir si ces patientes sont prééclamptiques sévères ou pas. Donc du coup, cette patiente, je vais devoir savoir avec l'échographie si elle est hypovolémique ou pas, parce que finalement, il n'y a que 50% de chances qu'elle soit hypovolémique. Donc je vais regarder si elle a une exclusion systolique du VG, comme ici. Je vais regarder s'il y a un collapsus complet. C'est que quand c'est caricatural qu'on peut s'en servir de la veine cave inférieure. Et surtout, je vais faire le delta ITV, je vais lui lever les jambes et regarder si elle est hypovolémique. Donc là, elle l'est, c'est plus de 12%. Donc, elle aura un bénéfice potentiel à être remplie. Qu'en est-il du risque? Pour savoir le risque, si je sais faire de l'écho cardiaque, je fais les pressions de remplissage. Ici, elles sont normales. Si je ne sais pas faire, je regarde si j'ai les lignes verticales. Même pour ceux qui ne savent pas faire d'écho pulmonaire, vous voyez ici, les lignes, elles sont plutôt horizontales ou verticales. Il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études. Donc, vous voyez qu'ici, il n'y a pas de ligne verticale, donc il n'y a pas d'eau dans les poumons. Donc, j'ai peu de risques à la remplir. Donc, si on se résume, cette patiente, elle a un signe clinique qui est potentiellement lié à une hypoperfusion, l'oligurie, mais j'en suis pas sûr. Elle est précharge dépendante, donc elle aura un bénéfice au remplissage. Et elle n'a pas trop de risque à être remplie parce qu'elle a pour l'instant pas d'œdème dans les poumons, donc je vais pouvoir la remplir. Alors que si elle avait déjà eu de l'œdème dans les poumons, je me serais probablement rapproché de l'obstétricien. Ça aurait été un signe de gravité et j'aurais discuté de l'intérêt de la poursuite de la grossesse, mais je ne l'aurais probablement pas remplie. Donc cette patiente, je la remplis. Normalement, il faut la remplir un petit peu, 250 par 250 et réévaluer. Bon, en l'occurrence, voilà, mon interne, c'est toujours lui, il la remplit d'1 litre. Et donc, la patiente se met à devenir hypoxémique. Et c'est le deuxième cas où l'échographie va pouvoir m'aider. La patiente est hypoxémique et maintenant, je me dis, oula, c'est quoi la cause? Donc là, même si vous ne savez pas faire d'écho cardiaque, même si vous n'avez pas d'appareil d'échographie, vous prenez l'appareil de l'obstétricien, vous prenez sa sonde abdominale, vous la posez en antérieur et vous allez chercher les fameuses lignes B. Et si vous avez ça en antérieur de manière bilatérale symétrique, donc plein de lignes verticales, ça veut dire que vous avez plein d'eau dans le poumon. Et donc en dehors d'un contexte de Covid, d'épidémie Covid ou d'épidémie de grippe, quand vous avez ça de manière bilatérale symétrique, chez une patiente prééclamptique sévère, c'est un OAP, c'est un œdème. C'est un signe de gravité de la prééclampsie sévère. A l'inverse, si vous avez des lignes horizontales, une écho pulmonaire normale alors que la patiente est en détresse, vous allez évoquer les causes d'embolie pulmonaire, de tamponnade ou de pathologie bronchique. Mais là, avec une échographie visuelle, même si vous ne savez pas faire d'échographie, juste vous posez dessus et vous verrez des choses assez évidentes, comme là un gros cœur droit ou là un épanchement péricardique.
En conclusion, premier message, prééclampsie sévère égale risque d'œdème pulmonaire. Et cet œdème pulmonaire, c'est un OAP à fonction systolique conservée par altération de la fonction diastolique. Deuxième message, par conséquent, ces patientes-là, il faut les manager plutôt d'un côté restrictif, donc pas trop remplir. En plus, vous n'avez pas de monitorage, elles n'ont pas de cathéter artériel, n'ont pas de voie centrale. Donc vous ne les remplissez pas. Et si vous les remplissez, vous utilisez l'échographie pour évaluer d'un côté le bénéfice, précharge dépendance, de l'autre côté le risque, notamment la présence d'œdème dans les poumons. Et là, donc, même si vous ne savez pas faire d'écho ou que vous n'en avez pas, vous pouvez regarder avec l'appareil de l'obstétricien s'il y a des lignes B. Lorsque vous avez des lignes B, c'est un signe de gravité. Et donc, il ne faut pas remplir et se rapprocher de l'obstétricien pour discuter la poursuite de la grossesse. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Laurent. Donc, tout se passe bien. Vous avez compris, priorité à la LR, mais par moment, la situation de crise conduit à l'anesthésie générale. Alors, comment fait-on, Lionel, s'il te plaît, pour gérer les voies aériennes en situation de crise? Alors, effectivement, on peut être amené parfois à se retrouver à faire une anesthésie générale chez ce genre de patiente. On va voir que ce n'est pas forcément une situation qu'on va rechercher, parce qu'effectivement, on a des modifications physiologiques pendant la grossesse, que je vais rappeler rapidement. La femme enceinte, toute femme enceinte, il y a une augmentation de la consommation d'oxygène, baisse du CRF. Donc, elle se préoxygène rapidement, mais elle désature aussi très rapidement, elle ne supporte pas très bien l'apnée. La rétention hydrosodée avec œdème de la filière, l'hyperémie muqueuse, et puis bien sûr les modifications liées à la progestérone, baisse du tonus du sphincter inférieur de l'œsophage, et puis des sécrétions acides augmentées. Donc on a un risque augmenté de régurgitation et d'inhalation. Et avec dans le cadre de la prééclampsie, on a vraiment le jackpot, puisqu'on va avoir vraiment un risque très majoré en lien avec la rétention hydrosodée, l'hyperémie muqueuse, donc des patientes qui vont être difficiles à intuber, difficiles également à ventiler au masque facial, dans ce contexte particulier de la prééclampsie. Et d'ailleurs, comme le rappellent tous les rapports britanniques, la gestion des voies aériennes supérieures, c'est la cause numéro 1, c'est le problème numéro 1 en anesthésie obstétricale. On n'a pas beaucoup de problèmes en anesthésie obstétricale en 2025, mais le principal qui demeure, ça reste la gestion des voies aériennes, et encore plus chez la patiente prééclamptique. Donc je remets juste cette diapo pour rappeler que notre première action, c'est d'essayer de contourner l'obstacle en privilégiant à chaque fois qu'on peut de réaliser une anesthésie périmédulaire et d'éviter au maximum le recours à l'AG. Et c'est une image que j'utilise souvent. En salle de naissance, finalement, l'obstétricien appuie sur l'accélérateur et nous, notre rôle, c'est d'appuyer sur le frein pour calmer un peu tout le monde et essayer de rebondir sur une situation où on peut gérer de manière plus sécuritaire ce contexte. Autre particularité en obstétrique, ça a déjà été souligné tout à l'heure, on a une dégradation donc, du score de mal-empathie et des critères d'intubation qui vont se réaliser pendant la grossesse, bien sûr, mais aussi pendant le travail obstétrical. Et cette patiente était en travail obstétrical. Donc l'évaluation qu'on aura fait à la consultation, l'évaluation qu'on aura fait à l'arrivée en salle de naissance doit être réactualisée. Donc au moment de décider de faire finalement une anesthésie générale, il faut réévaluer sans arrêt ces conditions d'intubation, parce qu'on sait qu'on va avoir de plus en plus de patientes qui vont avoir un grade de mal-empathie élevé au cours du travail obstétrical. Alors, des recommandations britanniques de 2015, donc elles commencent à dater, d'une dizaine d'années, mais qui ont l'intérêt de vraiment d'être spécifiquement axées sur donc, la gestion des voies aériennes en obstétrique. Des recommandations qui sont en 3 parties. Et le message fort qu'il faut avoir en tête en repartant d'ici, c'est d'une part éviter de faire une AG, et deuxième chose, il faut toujours prioriser l'oxygénation. C'est l'hypoxie, qui va de manière certaine conduire à la catastrophe. Et je dis ça parce dans l'idée de se dire que l'inhalation du contenu gastrique qu'on a souvent en tête, c'est pas que le risque n'existe pas, mais il ne faut pas le prendre en considération en priorité par rapport au risque d'hypoxémie. Donc le risque d'hypoxémie, il est important. Alors l'algorithme, on va le décliner rapidement. Il y a une première partie dans ces recommandations. Et toujours cette notion d'appuyer sur le frein, on prend un temps minimum pour se préparer. Donc même si on a un code rouge dans un contexte de prééclampsie sévère, alors je rappelle au passage que l'éclampsie n'est pas une indication de code rouge en soi, fin de la parenthèse, mais en tout cas, si on a un code rouge ou un code orange un peu serré, on prend quand même le temps de faire 2-3 choses. D'évaluer les voies aériennes, évidemment, anticiper donc, la difficulté d'intubation ou de ventilation, de quel recours je vais pouvoir disposer, quel matériel je vais avoir en place, éventuellement concertation avec l'obstétricien. C'est un peu théorique sur le fait de réaliser ou non la césarienne. Dans ce contexte-là, elle sera, je pense, de toute façon réalisée. Et puis, se préparer également, ça veut dire installer correctement la patiente. Je ne vais pas tout redécliner, mais
Les points importants, donc, c'est sur les points d'installation de la patiente, prendre le temps de l'installer comme il faut pour optimiser notre laryngoscopie, sans doute une position proclive et puis la one position qui peut être intéressante. Autre point important, une fois qu'on a intubé, il faudra vérifier donc, le succès de l'intubation et l'échographie peut être intéressante dans ce cadre-là. Donc les messages forts, c'est anticiper l'échec de l'intubation, évaluer l'excès voie aérienne, donc l'intubation, la ventilation au masque facial, donc qui seront des paramètres très difficiles chez la patiente prééclamptique, la position optimisée, la ventilation masque facial qui est considérée, qui est évoquée dans ces recommandations britanniques, à condition d'avoir une pression d'insufflation relativement basse, c'est-à-dire inférieure à 20 cm d'eau, et bon, ils exercent une pression cricoïdienne. Ça, c'est un point important dans ces recommandations, parce que le fait de ventiler la patiente au moment de l'induction anesthésique a deux intérêts. D'une part, elle évite les phénomènes d'hypoxémie, et d'autre part, elle fait baisser la pression artérielle de l'anesthésiste réanimateur, puisqu'il se rend compte qu'il peut ventiler cette patiente, et donc il a encore une cartouche derrière lui s'il n'arrive pas à l'intuber. Mais à condition, bien sûr, de ne pas multiplier les laryngoscopies. L'oxygénation d'apnée, il faut aller un peu vite, donc je vais en parler rapidement. C'est un point important sur lequel je vais développer ensuite. Et puis donc, la laryngoscopie, l'intérêt du vidéolaryngoscope, je vais revenir dessus. Et puis, bien sûr, ne pas démultiplier les tentatives de laryngoscopie. Ça, c'est un message très important. Se limiter à 3 tentatives pour ne pas entraîner de traumatisme et se retrouver dans la situation la pire, c'est celle où on ne pourra pas ventiler notre patiente par la suite. Donc, savoir ne pas se précipiter et préoxygéner correctement notre patiente. C'est une préoxygénation d'au moins 2 minutes. Donc avec une FiO2 à 100%, 10 litres ou 8 capacités vitales en 1 minute pour avoir une préoxygénation correcte. L'intérêt de l'oxygénation d'apnée est un point important. Donc c'est par analogie chez l'obèse, effectivement, soit avec des lunettes à oxygène, soit avec une sonde nasopharyngée. L'apport passif d'oxygène pendant la laryngoscopie, donc moi je les mets avant, au moment d'installation de la patiente. Et ensuite on met en route l'oxygène et on fait une préoxygénation classique avec le masque, mais on garde donc ces lunettes jusqu'à l'intubation de la patiente. Les dispositifs type oxygénation haut débit semblent pas forcément très intéressants pour la préoxygénation en obstétrique, mais seraient peut-être intéressants pour garder une oxygénation d'apnée, donc prolonger de manière très importante la tolérance à l'apnée chez ces patientes. Donc à l'HFME, on a dans notre salle de césarienne, c'est pas très visible, on a un Optiflow qui est disponible. Quelle place pour les vidéolaryngoscopes? Je vais aller assez rapidement là-dessus. Donc les recommandations de l'ASPAR qui disent qu'il y a 2 critères d'intubation difficile. Il faut prioriser donc, le vidéolaryngoscope. J'ai envie de dire qu'une femme enceinte prééclamptique sévère, de surcroît, elle a une chance sur 3 d'être obèse. Bon, bref, sans doute qu'on est déjà dans des critères comme ça par défaut. Et donc, dans les recos britanniques qui ne s'avançaient pas trop, ils disent qu'il faut qu'il soit disponible. Je pense qu'on peut dire en 2025 que certainement qu'en première intention, le vidéolaryngoscope a une place intéressante. Comme le montrait cette étude qui était faite, une analyse de littérature, ils avaient fait des projections, des algorithmes pour essayer de déterminer un petit peu quelle serait la meilleure stratégie. Donc, dans une situation de code rouge avec intubation difficile prévue, vous voyez que faire finalement une rachie rapide, ça va assez vite, mais ça en France, on n'est pas très culturé à ça. Faire une fibroscopie, ça prend un peu de temps, et la vidéolaryngoscopie permettait de régler, dans 94% des cas, dans ce modèle, d'avoir une intubation en moins de 2 minutes. Bon, 3 laryngoscopies, échec des laryngoscopies, malgré le senior, malgré la vidéolaryngoscopie. Là, la priorité maximale, c'est vraiment l'oxygénation. Donc, 2 choses à avoir en tête. Je ventile au masque facial, si possible, avec pression cricoïdienne ou sans pression cricoïdienne, peu importe. Donc, je ventile au masque facial pour apporter une oxygénation, ou je mets un masque laryngé, et où je mets un masque laryngé, en fait je ferai les deux. Donc ventilation masque facial, masque laryngé, c'est vraiment l'option à retenir ici. Donc c'est un point important également, on a longtemps vécu avec l'idée qu'il ne fallait pas mettre de masque laryngé chez ces patientes. Oui, mais ça permet dans toutes les séries qui sont décrites de retrouver une oxygénation, une ventilation, et donc de sauver la patiente. Donc ça c'est le point important, masque laryngé, ventilation masque facial, et ne pas s'obstiner dans les tentatives de masque laryngé. Enfin, pour finir, je n'arrive pas à faire tout ça, c'est un peu plus compliqué. Donc il faudra passer à des abords trachéaux et puis éventuellement, sans doute que cet algorithme-là très inquiétant peut être peut-être finalement rassuré si on a le petit flow qui permet éventuellement de passer un cap en maintenant l'oxygénation. J'ai compris qu'il fallait que je m'arrête, donc il faudra gérer l'extubation, qui est un point très important, notamment chez les patients prééclamptiques sévères, avec le risque d'obstruction à l'extubation. Donc ne pas hésiter éventuellement à ne pas l'extuber et à transférer ces patientes en service de réanimation ou en USC pour une extubation faite dans des conditions sécuritaires et ne pas forcément extuber ces patientes
donc en salle de réveil, parce qu'elles ont des très gros risques d'obstruction et d'inhalation au réveil. Voilà, donc les messages forts, l'ALR à chaque fois que possible, savoir ne pas se précipiter. Je pense que l'anesthésiste en salle de naissance, il a vraiment un rôle de frein rassurant. Prioriser l'oxygénation, et puis donc l'OHDN a certainement une place intéressante pour aussi soulager nos coronaires dans ces situations un peu inquiétantes. Je n'ai pas parlé, mais bien sûr, l'opiacé à l'induction de l'ordre de pré-éclampsie. Et puis, il faut s'entraîner parce que, bien sûr, l'autre difficulté, c'est qu'on fait de moins en moins d'AG en obstétrique. Donc, on sait de moins en moins gérer ces situations, finalement, dans la vie clinique courante. Super. Merci beaucoup. Donc, des interventions très techniques, très pertinentes, très up-to-date. Est-ce que vous avez des questions pour Marie-Laure? De l'obstétrique, mais je m'étonne que vous ne soyez pas plus ferme pour dire on oublie le laryngoscope et on fait un vidéo-laryngoscope d'emblée. Alors, on fait un petit test. Qui utilise systématiquement le vidéolaryngoscope aujourd'hui? Dans ce cadre-là, chez ce malade. Chez ce malade, sur une prééclamptique sévère. Première intention, vidéolaryngoscope. Sûr que je le ferai, moi. Ah. Et les autres, vous utilisez le laryngoscope par miroir? Est-ce que vous avez un laryngoscope? On va d'abord commencer par ça. Laryngoscope, tout le monde? Et ceux qui font rien, ils font quoi? Comment ils font pour intuber? Intube pas. Ils font pas de mater. Ok. Ils font pas de mater. Est-ce que vous avez tous un vidéolaryngoscope dans la salle d'urgence? Oui, Voilà, oui, mais on est en mater, ouais. On est en mater. On parle de la mater. Hein. Ok. Question. J'ai vu une main. Ouais. Tu peux te lever? Il y a un micro là. S'il te plaît. J'ai une remarque et une question donc, dans la continuité de ce qui a été dit par rapport à la laryngoscopie. Qu'est-ce que vous pensez du masque laryngé suprême en première intention, avant la laryngoscopie, dans les césariennes code rouge, notamment lorsqu'il est 4 heures du matin et que vous êtes dans une structure où vous n'avez pas d'infirmière anesthésiste? Les dernières recommandations qu'on a eues par rapport au nombre de médecins anesthésistes dans chaque salle, combien on pouvait faire de salles. Il y a beaucoup de maternités où il n'y a pas d'infirmière anesthésiste, et quand il est tard dans la nuit et qu'on n'a pas toujours le temps de préparer son laryngoscope, même si on a tout ce qui est prêt, est-ce que le masque suprême ne pourrait pas devenir un jour une alternative plus rapide que de faire plusieurs tentatives de laryngoscopie avant de passer au masque laryngé? Alors, estomac plein, situation de crise, masque laryngé. Je pense en première intention, le masque laryngé n'a pas de place aujourd'hui pour la césarienne, même surtout à 4 heures du matin et en contexte d'urgence. Donc la seule façon de sécuriser les voies aériennes, c'est l'intubation. Je pense que Estelle va rebondir sur la problématique des ressources humaines en obstétrique. Non. C'est un autre sujet important. Mais en tout cas, là, effectivement, non, je ne peux pas préconiser ça. Il y a des séries effectivement décrites de césariennes faites au masque laryngé, mais des césariennes programmées dans un contexte très différent. En plus, ils font la manœuvre de silic à chaque fois, donc de toute façon, il y a besoin de mains également. Donc on n'a pas assez de données pour dire que c'est une méthode vraiment sécuritaire dans ce contexte-là. Oui, je pense que l'idée c'était de rebondir effectivement, de dire qu'il vaut mieux se battre pour avoir une infirmière anesthésiste que de dévier en disant qu'on va mettre des masques laryngés, d'autant qu'on sait que la qualité d'analgésie, la profondeur d'anesthésie pendant nos césariennes est souvent de mauvaise qualité, en tout cas avant l'extraction de l'enfant, et je pense que la situation pour nous, quand on est seul, la plus sécure, c'est que la patiente soit intubée. Et puis globalement aussi, peut-être ce que ça veut dire, si tu penses que tu n'as pas le temps de préparer un laryngoscope avant l'intervention, c'est d'avoir surtout dans les salles d'urgence qui peuvent accueillir des codes rouges, des salles déjà montées, des plateaux avec les produits, avec le laryngoscope, enfin avoir tout de préparé en amont, c'est peut-être plutôt ça qui me permet de gagner du temps. Pardon ? Eh ben, dans ce cas-là, c'est pas... Exactement, le message fort, c'est pas plus de 3 laryngoscopies. Pas plus de 3 laryngoscopies, les gens en font souvent beaucoup plus dans l'obstination, et pas plus de 2 tentatives de masque laryngé. Donc ça, c'est l'idée forte qu'il faut avoir en tête. Le masque laryngé aussi est traumatique. Après, juste avant la pause, il y a aussi, vous avez tous parlé des écarts. Donc les écarts, ces listes qui ont été publiées par le CAMR, elles sont super. En revanche, les découvrir au moment de la crise, c'est mieux que rien, mais c'est pas terrible.
Il vaut mieux s'entraîner à la crise, à prendre en charge, faire de la simulation in situ, à s'entraîner, à intuber en urgence, à voir ce qu'on peut faire, à décrire les écarts à tête reposée sans vraiment malade. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Les écarts ne peuvent pas être découverts en situation de crise. On est d'accord, l'intérêt de s'entraîner. Oui, une dernière question, puis après on fait une petite pause. J'avais une remarque aussi. – 75 000 plaquettes. Non, dans tous les, enfin, c'est un déclenchement. Le déclenchement la patiente, elle arrive, elle a 75 000 plaquettes et il décide dans l'instant de déclencher le travail. Parce que généralement, on a des bilans très réguliers. Ce qu'il faut, c'est effectivement instaurer un rythme de prélèvement et de bilan sanguin chez ces patientes pour avoir une cinétique de plaquettes. La situation où elle arrive, où elle a 75 000, je pense que ça veut dire on part en césar, en urgence. On vient d'avoir 75 000 et on est d'accord qu'on fait une rachie. Super, je vous propose qu'on continue la discussion sur la pause. Merci à tous les orateurs. On se retrouve ici à 11h25. 11h25, allez saluer nos partenaires industriels pour lesquels qui nous accompagnent. Et 11h25 en salle, et la séance reprendra avec la pédiatrie. Merci.